Processus électoral en République démocratique du Congo, on va encore en parler ce soir. Ce soir, c'est avec Ngoï Kassanji. On y reviendra à large par rapport à ces processus électoraux. Aussi, pourquoi pas parler aussi de l'état des sièges qui a été au menu des tractations entre les notables du Nord Kivu ainsi que ceux de l'Ituri. Nous allons essayer d'en parler. L'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité aussi reste dominée par la justice. La justice dans le dossier Salomon Escadela. Et tout de suite, Bédrine Kenge va devoir nous déballer l'actualité en RDC. Bonsoir, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. La prévention des détentions illégales d'armes non retenues, Salomon Kalonda, poursuivi pour plusieurs infractions, dont la trahison. Ces précisions ont été apportées à l'ouverture ce jeudi du procès du bras droit de l'opposant Moïse Katumbi par la cour militaire siégeant en foraine à la prison de Ndolo. Exeta édition 2023, les résultats tant attendus de l'examen d'État pour les 6 premières provinces seront dévoilés dès demain, vendredi 18 août, et les restes de la publication se fera progressivement. Confirmation du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Les différentes opérations des épreuves avaient été émaillées des difficultés d'ordre technique et financier. Plus d'1 million de finalistes du cycle secondaire de la RDC attendent cette publication. Le drame s'est produit dans la nuit d'hier et a causé d'importants dégâts. L'incendie du camp Lufungula a ravagé plusieurs maisons, laissant 113 familles sans logement. Ce bilan a été rendu public par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité après une descente effectuée sur place. Dans le reste du continent, incertitude autour de l'état de santé de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko qui se détériore. Plusieurs sources rapportent qu'il a été admis ce jeudi au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Cette hospitalisation intervient suite à la grève de la faim que l'opposant observe depuis son arrestation selon son parti, le PASTEF. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous Bédrine Kenge. L'actualité, ça sera dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, Tchobécha, c'est tout de suite Alphonse Kassanji. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais.
Processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec M. Ngoy Kassanji, bienvenue. Merci Jean-David. Les élections à RDC, une certitude ou un doute qui continue à s'installer? On va tout droit vers les élections. Vers les élections? Ils sont certaines, hein. C'est certain. Alors, vous parlez des élections, mais déjà on est en train de suivre qu'il y a des tractations en coulisses pour qu'il y ait les reports, parce que jusque-là, techniquement, c'est difficile qu'on organise les élections à la date prévue. Quel est l'organe technique chargé de l'organisation des élections dans notre pays? Ce sont les spéculateurs ou la CENI? La CENI nous rassure et les élections auront bel et bien lieu en décembre. La CENI peut vous rassurer, vous êtes aussi un homme d'État et aussi un ancien gouverneur. Vous savez très bien, jusque-là, il n'y a pas des commandes des kits électoraux, il n'y a pas des commandes des machines à voter. On est au mi-août, il reste pratiquement quelques temps pour que nous commencions le mois de septembre. Le temps de faire la commande, il faut pratiquement 90 jours, jusque-là rien n'est encore fait. Est-ce que vous voyez que les élections peuvent se tenir à la date prévue? Jean-David, acceptez que je vous rappelle la situation de 2018. Allez-y. Où les mêmes questions se sont posées. L'incertitude, il n'y a pas de camions pour l'acheminement de matériel. Comment ça va se passer? Déjà, en 2018, au mois de juillet, on voyait des camions. En 2018. On voyait des camions. Mais je vous dis que les mêmes questions se sont posées. Et quand il y a eu le déploiement des camions, tout le monde s'est étonné. Tout le monde s'est étonné. Donc, quand il y a la volonté, peu importe 2, 3 mois ou quoi, les kits peuvent arriver, peuvent être commandés. Il y a d'abord les retards des décaissements des budgets. Il y a des retards. Jusque-là, le gouvernement a promis 200 millions. Jusque-là, rien n'est encore fait. 200 millions pour le mois de juillet. On continue encore à attendre. Le mois de juillet, nous sommes mi-août. Et le temps passe. Vous pensez que le pays, la RDC, ne saura pas mobiliser 200 millions? Mais jusque-là, rien n'est encore fait. Rien n'est. Mais ce qui vous fait dire ça, c'est une posture politique ou c'est une posture aussi en tant que visionnaire, hein, avant-gardiste? Vous êtes là, vous pouvez certainement de vous-même voir que non, techniquement, compte tenu de certains paramètres, vous êtes là, vous avez participé aux 3 cycles électoraux, vous en connaissez un peu les réalités. Techniquement, soyez francs, est-ce que les élections vont se tenir? Bien, Jean-David, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la CENI dit que les élections vont se tenir en décembre, qu'il n'y aura pas de report. Je suis optimiste. Il n'y aura pas de report. Je ne peux pas entrer dans les... Au cas où il y aurait report, que feriez-vous? Bon, écoutez... Accepterez-vous aller au dialogue? Je ne veux pas entrer dans les hypothèses... Non, mais toutes les cartes sont sur la table. Oui. Toutes les cartes sont sur la table. Aujourd'hui, déjà, l'on apprendrait, parce qu'il y a de sources, même sur la libre.be, qu'il y aurait des tractations et que Joseph Olenganko était envoyé à Lubumbashi pour aller parler avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi, pour parler d'un glissement. Bien, écoutez, en tout état de cause, il n'y a rien qui n'a jamais existé dans ce pays. Et quand bien même ça existerait, ce n'est pas un chaos. Donc on a vécu tout ça dans notre pays. Donc voilà, si je sais qu'il y a d'autres politiciens qui n'étaient pas prêts pour aller aux élections, donc on les a pris de court. Et voilà, donc... qu'advienne, peu importe ce qui adviendra, il n'y a pas. C'est pas un chaos. Et maintenant là, vous accepterez le dialogue de 3 ans, 2 ans? Bien, et vous serez partant pour ça? Je ne suis pas dans cette hypothèse-là tant que
l'organe technique qui organise les élections affirme qu'elles auront lieu. Et maintenant, nous sommes en train de nous enrôler. Hein, on s'est enrôlé pour la députation nationale. Maintenant, on en est à la députation provinciale et les conseillers municipaux. Et donc, tout marche selon le calendrier. Les conseils municipaux. Alors maintenant, aujourd'hui, avec la situation d'état des sièges, nous savons que Rutshuru, Massissi, dans l'état actuel, ce sera difficile qu'ils soient enrôlés. Vous ne voyez pas que c'est aussi une épine sur le pied de la CENI? Bien, comme vous le savez, est-ce que, Jean-David, comme je l'ai dit si haut, qu'est-ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays? N'a-t-on pas organisé les élections sans que d'autres entités ne les aient organisées et elles ont été organisées après? Donc, les passés nous servent d'exemple. Et donc, il ne faut pas, disons, aller vers dire que c'est des choses qui n'ont jamais existé ou c'est chaotique si c'est là arrivé. Parce que déjà, alors, par rapport aux élections, il y a beaucoup de partis, hein, beaucoup de partis qui n'ont pas été retenus par rapport au seuil des représentativités. Les vôtres aussi? Non, non. Moi, je suis au regroupement AFDCA. AFDCA, voilà. Nous sommes le premier regroupement. C'est le premier regroupement à avoir atteint le seuil des représentativités. Voilà. Oui. Et on sent vraiment cette volonté d'aller vite aux élections. Bien sûr, il faut s'y attendre parce que 5 ans, tout acteur politique sait que nous avons un cycle électoral de 5 ans. Et quand on en arrive là, donc au regroupement AFDC, on a commencé à se préparer depuis le mois de janvier. Et donc on a mis tout en marche pour que rien ne manque à ce rendez-vous-là. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter notre autorité morale, l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati, pour avoir mis tout à la disposition de notre regroupement pour occuper cette place au niveau des regroupements qui ont atteint le seuil. Alors, vous regrettez quoi durant les 5 ans? Aujourd'hui, les 5 ans vont prendre fin, ça va prendre fin, les 5 ans. Nous sommes au mois d'août. D'ici là, ça sera le mois de décembre. Ça sera la fin d'un quinquennat qui a été beaucoup plus émaillé. Vous, qu'est-ce que vous regrettez? Ou c'est une satisfaction pour vous? Bien, il y a des avancées considérables. Mais bon, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je regrette ce jour ici où j'ai été déguerpi de ma maison sans préavis. Et jusqu'aujourd'hui, je détiens mon certificat d'enregistrement. C'est ce qui ça fait 3 ans. Ce qui a fait vite que vous puissiez quitter votre ancienne famille politique pour rejoindre la nouvelle famille Union Sacrée. Pas du tout, parce que après ces déguerpissements, tout le donc monde vous regrettez à titre personnel. Et pourquoi à titre général? Est-ce que la gestion a été saine, la gestion de la chose publique, la gestion des finances, la gestion de votre province au niveau du Kasaï, parce qu'on vous a vu faire beaucoup de navettes, Kasaï-Kinshasa, et vous étiez en train de dénoncer certaines malversations dans certains secteurs. Oui, Jean-David, il y a eu des avancées significatives dans la mesure où aujourd'hui notre budget a progressé. C'est un signal de la bonne gouvernance. Donc, on a géré le coulage des recettes, ce qui fait que quelque part, ces recettes-là allaient dans les poches des individus. Donc, on a une progression significative du budget. Mais quant à la gestion de certains compatriotes, nous déplorons. Qui l'eût cru qu'aujourd'hui, on pouvait parler des détournements dans les chefs des animateurs de ma province. Donc, ils sont renvoyés par l'Assemblée provinciale à cause des détournements de fonds. Mais ils criaient jadis à la bonne gouvernance, nous allons montrer ceci, nous allons montrer cela.
Mais aujourd'hui, hélas, donc c'est le peuple qui est déçu. Parlons de votre province où vous aviez dirigé. C'est Kasaï central? Kasaï oriental. Voilà, Kasaï oriental avec... il y a beaucoup de changements de gouverneurs. Bien sûr. Et tout ça, c'est qui montre que vous n'avez pas été des bons élèves. Écoutez, tu sais, la stabilité des institutions amène le progrès. Chez nous, là-bas, ça fait, je crois, deux gouverneurs. Hein. Il y a des intérimaires, ainsi de suite. Mais tout ça, on les compte en tant que des gouverneurs aussi. Oui, ils sont gouverneurs. Je peux dire qu'il y en a eu 4. 4, effectivement. Mais durant les 5 ans. Mais pour quels résultats? Le Kasaï... Les chamailleries, les problèmes. Donc, aucune réalisation palpable. On peut demander à ces 4 gouverneurs ce qu'ils ont fait. Il n'y aura pas de réponse. Et donc, c'est la déception du peuple. Et tout ça, c'est quoi? C'est le manque de maturité du peuple kasaï, hein? Pas du tout, mais moi, j'ai fait 12 ans. Oui, mais vous avez fait 12 ans. Peut-être chez vous, c'est notre contexte. Ouais. Ça c'est notre contexte. Et le contexte actuel, c'est tout autre. Aujourd'hui, on pensait qu'avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au niveau de Kasaï, on devait assister à une stabilité. Mais déjà, d'abord, le choix, est-ce que le choix était bon? Et regardez, c'est le choix d'un parti présidentiel. Il y a eu le tout premier gouverneur qui était là. On a senti que c'était un choix qui n'était vraiment pas à la hauteur de cette province, et ainsi de suite. C'est là où nous disons aux partis majoritaires, dans des assemblées provinciales, alors qu'est-ce qui explique tout ça? D'opérer un choix judicieux qui respecte le peuple. Vous voyez, c'est un grand peuple, le Kasaï oriental, et les bastions de l'intelligentsia congolaise. Mais en arriver au point où on vous met quelqu'un, bon, qui parfois quand il parle... Bon, et tout le monde était en train de rire. Les gens sont en train de rire. Et il était devenu une risée de tout le monde. De tout le monde. Les choix, vraiment, c'est une chose très, très, très importante. Donc, le choix n'a pas été bien opéré. Je ne pense pas. Si c'était bien opéré, il n'y aurait alors, pas eu tous ces changements. justifie parce qu'ils sont majoritaires au niveau de ce Kasaï, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée provinciale, mais ils n'arrivent pas à vraiment gérer. Parce que, c'est comme je l'ai dit toujours, hein, et même ça, c'est dit par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, on a eu la chance que l'on ait un président de la République qui est l'émanation de cette province-là. Donc on a longtemps crié aux injustices subies, etc. Mais cette occasion devait nous permettre de faire rayonner vraiment la province et d'apporter les investissements, etc. Outre les actions du président de la République dans la province, mais... il n'y a pas de relais. Qui sont bâclées, ces actions. Vraiment. Et vous-même, vous notables, pourquoi vous n'arrivez pas certainement à tout faire pour que ces actions aient des répondants sur la population et que le chef d'État s'en réjouisse, mais c'est autre chose? Ah oui. Est-ce que vous l'avez aidé, vous notables? Il y a certaines avancées en termes d'infrastructures. J'ai vu quand même que ces derniers temps, ça marche, ça progresse. Mais... l'argent qui a été déversé dans la province, parce que moi, depuis que j'étais gouverneur, je n'avais jamais eu un financement de 2 millions de dollars comme ça. 2 millions. Non. Et celui qui est là, il en a eu. Mais il y a eu de l'argent, 12 millions, 20 millions, 17 millions qui vont chez nous là-bas. Mais pour quel impact? Il n'y a pas eu d'impact. Parce que, vous voyez... J'avais initié en montant en 2007 un programme agricole. J'avais trouvé les seaux de maïs à 4 000 francs. C'était un calvaire de la population. Et le programme que j'ai initié en 2007 a donné des résultats. Donc nous achetons le maïs au Kasaï central et au Katang. Mais il est arrivé que le gouverneur du Kasaï central avait interdit que son maïs ne peut pas aller chez nous. Et moi j'ai initié ce programme. Je vous dis que les maïs, les seaux du maïs avaient baissé jusqu'à 400 francs. 400, 500 francs. Et c'est là pendant
beaucoup d'années. Et même à mon départ, j'ai laissé les sortes de maïs à 1500. Mais hélas, le programme que nous avons laissé d'un Kwadi, le programme volontariste d'un Kwadi, eh ben, c'est de la foutaise. Rien n'a marché. Et donc, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne sait pas saisir les opportunités qui sont à notre portée? Donc, c'est un regret. Et vous regrettez aussi de n'avoir pas avoir de relais de ce que vous aviez laissé comme action, comme activité? Si on avait pérennisé ces activités-là, eh ben, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Parce qu'il y a un édit qui consacre l'agriculture priorité des priorités et même aussi une activité transversale dans la province. Si on se sert de cet édit, on pousse les entreprises, la population à l'agriculture, on met les champs à leur disposition, on met les intrants à leur disposition, je crois qu'on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc là, je regrette. Alors qu'est-ce qui bloquerait qu'est-ce qui bloquerait les développements de votre province? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des diamants, il y a beaucoup, mais jusque-là, tout est par terre au niveau du Kasaï central, au niveau du Kasaï oriental. Vous savez, Jean-David, il y a un élément important. D'abord, l'électricité stimule les investissements. Les voies de communication. Il y a Chute Katende, où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Bon, c'est un projet qui est par terre. Alors que tout a été financé. Je n'ai pas compris qui ont participé à ce financement-là. Donc l'Inde avait mis de l'argent à notre disposition. L'Inde. Mais il y a eu, c'est l'Inde qui finançait ce projet-là. Mais hélas, la mauvaise gouvernance. Donc il y a eu la magouille dans ces choses-là. Alors, maintenant, il faut qu'il y ait des investissements. Notre province, jadis, était une zone appelée A par les Belges. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, tous les investisseurs ne pouvaient pas aller en Mbuji-Mayi. Pour y aller, il fallait un sauf-conduit. Il fallait qu'on contrôle tout ce que vous avez. Est-ce que vous allez pour investir? Parce que c'était une zone protégée. Alors que le Katangala, il y a plusieurs minéraux, mais ce n'était pas une zone là. C'est seulement le Kasaï oriental qui était une zone là. Cela nous a fait reculer. Maintenant, nous avons l'opportunité de stimuler les investissements, c'est-à-dire ramener l'électricité. Ce ne sont pas les cours d'eau qui manquent. Nous avons un potentiel électrique énorme. Il y a les études que j'ai laissées. Nous avons même la petite centrale de Tubi-Tubidi pour ramener seulement le courant des 65 km de Mbuji-Mayi vers Mbuji-Mayi. Ça pose problème. Ça traîne, ça n'avance pas, donc on ne comprend pas. Il y a les voies de communication. Par voie de communication, ce sont les routes d'intérêt national. Donc il faut que quand un investisseur accepte d'investir chez vous, qu'il ait les voies de communication, d'évacuation et de réception. Ces voies de communication n'existent pas. Les routes nationales sont en très mauvais état. Je crois qu'il y a la route qui avance vers Kananga. Oui, c'est une bonne chose, mais Kananga Mbuji-Mayi pose problème. Mbuji-Mayi, Lubumbashi, pour rejoindre la frontière de Kasumbalès, bon, c'est en très mauvais état. Et donc, tout ça, la nationale numéro 2, la même chose, la route qui nous mène vers Kalambambouj, c'est une voie de sortie et de réception des marchandises. Mais quand cette route-là, quand on est en train de tâtonner, on dit qu'on a lancé les travaux, mais on nous a montré les images, une route en très très mauvais état. Et donc tout ça, ça n'aide pas la population. Et il n'y a pas de personnes qui aident les chefs de l'État quant à ce. Voilà pourquoi la province recule. Mais non, vous pouvez beau avoir les diamants dans les sous-sols, être assis sur les diamants, mais s'il n'y a pas d'investissement lourd pour pouvoir exploiter ces diamants-là, vous demeurez pauvre. Donc le potentiel est là, les Kimbérites sont là, mais il n'y a pas d'investissement. Moi je regrette du fait que ça fait 5 ans que je parle à l'Assemblée nationale de financer l'AMIBA, la relance de l'AMIBA.
on met l'argent au budget. Il y a les crédits budgétaires pour la relance de l'Amiba. Nicolas Kazadi. Mais ces crédits sont utilisés à autre chose. Donc l'Amiba n'est pas une priorité. Il y a les gens qui parleraient de Nicolas Kazadi, c'est vrai ça? Bon, il y a des thèses qu'on développe là-bas. On dit non, l'Amiba ne peut pas être relancée, ça demande beaucoup d'argent. Faux. L'Amiba a des flats, donc il ne coûte pas cher, qui ne demande que des motopompes et des draglines pour faire au moins 15 à 20 000 carats par jour. Donc, mais tout ça, ce sont les études que nous disposons. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors que vous êtes là, la plupart ce sont les ressortissants de la Nicolas Kazadi au niveau de la Banque centrale. Mais c'est quoi? C'est le manque de volonté? C'est l'immaturité politique? C'est quoi en fait? Quelquefois, il y a, je vais dire, l'amnésie. L'amnésie. Vous arrivez à un poste important. Alors que vous avez tout pour relancer l'Amiba. Vous avez tout pour parler du Kassai. Non seulement qu'il y a l'Amiba, mais la société qui existe, l'assassin. Et aujourd'hui, les travailleurs, pour la toute première fois, ont accusé 4 mois de retard d'arriérés de salaire. Et donc, tout ça lié à quoi? Donc, une vente, une sorte de monopole imposé à la vente du diamant. Donc, l'assassin ne sait pas vendre son diamant au réel prix. Et donc, ce sont des petites choses comme ça où il y a certaines personnes qui n'aident pas les chefs. Mais nous dénonçons ça. Je pense que petit à petit, on a vu qu'il a sanctionné certains qui se croyaient plus forts. Quand j'avais dénoncé la magouille dans les projets de Kalenda Moudichi et des écoles et autres, bon, il y a eu quelqu'un qui avait parlé, sérieusement, qui m'avait insulté. Mais les chefs, ils ne savaient pas que j'avais le message du chef. Lui, il ne connaissait pas. Il m'avait parlé certainement qu'il y a des actes de magouille. Mais après, il a sanctionné. Oui, mais il a sanctionné. On s'attendait à ce qu'il soit arrêté. Il y a même un mandat. Jusque-là, aucune suite. Bien, vous ne savez pas, les procédures au niveau de la justice sont peut-être lentes, mais ça va arriver. Alors, ça va arriver. Ngoï Kassanji, vous êtes là. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra encore vous faire confiance pour que vous continuiez avec cette léthargie au niveau d'abord de la province du chef de l'État? Faudra-t-il encore faire confiance au chef de l'État? Bon, écoutez, le président de la République a plusieurs charges d'État. Là, il est en Angola, il est appelé à gérer la guerre, il est appelé à gérer toutes les problèmes. Il n'y a pas que le Kassai oriental. Oui, mais il fallait que vous l'aidiez, vous notables, vous qui êtes là, vous qui êtes des réunions sacrées, il fallait l'aider. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas aider ou participer à quelque chose si vous n'y êtes pas invité. Nous essayons, nous parlons. Moi, je suis parlementaire, je parle à l'endroit indiqué, à l'Assemblée nationale. J'ai dit ce qu'il faut dire, je donne des idées. Mais quand on n'a pas de relais, vous voyez, on a parlé des gouverneurs, etc. Ce sont les gouverneurs qui peuvent prendre les initiatives. Je donne l'exemple. Une fois, je suis allé en Turquie. Je vais vous révéler quelque chose. Je trouve que les Turcs me disent qu'ils ont les équipements ultramodernes médicaux. Et que ces équipements, ils ont tenté de les remettre à nos ministres ici. Ils les exigent la commission. Ils les laissent pour prendre des choses gratuitement. Et moi, je suis tombé dessus. J'ai dit, donnez-moi, moi je n'ai pas besoin de la commission. J'ai besoin de ma population. Donnez-moi ces équipements. Mais je vous informe que le premier avion Turkish Airlines qui a atterri à Kinshasa, c'est l'avion Airbus A330. Plein des équipements qui m'ont permis d'équiper tous les hôpitaux de référence de ma province dans les 16 territoires et 2 villes. Donc, ces comportements-là, les gens, vous êtes placés à une fonction, vous voulez d'abord vous servir. Ce sont vos enfants qui prennent des diètes. C'est scandaleux. C'est scandaleux quand ils le font. Vous dites, allez voir le basketball, allez voir ceci. Mais au moment où le peuple souffre, où le saut de maïs est à 7000, donc les cris de la population n'intéressent personne.
Alors, donc voilà les choses que... On dit de vous aussi, parce que vous êtes député, si on veut voir votre suppléant, c'est votre enfant, et le deuxième suppléant, c'est votre enfant, vous ne voyez pas que vous êtes tous dans ce lot de politiciens qui ne visent que leur propre famille d'abord. C'est la famille d'abord et les restes après. Les élections sont ouvertes aujourd'hui. Les dépôts de candidatures sont pour tout le monde. On n'a pas dit que pour entrer dans la classe politique, il faut être seulement suppléant. Vous êtes candidat. Moi, dans mon parti, j'ai des candidats, des jeunes, beaucoup de jeunes que j'encourage. Des jeunes? Des jeunes qui sont là. Ils sont l'alternative pour ce pays. Et donc, quand on se base, parce que là, si vous allez vers des articles qui violent la Constitution, parce que pour l'accession au pouvoir public, on ne peut pas discriminer quelqu'un. On ne peut pas discriminer quelqu'un. Qu'on se le dise, je prendrai l'exemple d'une famille de médecins. Dites-moi, quand vous avez une famille de médecins, vous en trouverez nombreux. Les enfants ont toujours tendance à suivre leur père. Donc notre papa est médecin, j'ai fait la médecine. Notre papa est journaliste. Bon, quand son père preste, l'enfant est là, il veut être comme son père. Donc tel père, tel fils. Donc ces choses-là, il faut comprendre. Il faut nuancer. Et il faut toujours respecter l'esprit de la Constitution. Je ne dis pas que je n'ai aligné que mes enfants. Non. Quand vous étiez gouverneur aussi dans votre cabinet avec les membres de votre famille? Pratiquement pas. Il n'y en avait pas? Dans mon cabinet, non, il n'y en avait pas. Mais si quelqu'un a une vocation politique au gouvernement, il y avait un ministre qui était membre de ma famille. Mais quand vous évaluez les pourcentages, en termes, c'est juste 1%. Alors on ne peut pas discriminer ceux-là parce qu'ils sont de ma famille, alors qu'ils ont la vocation politique. Merci beaucoup Ngoï Kassanji. Donc pour vous, rien de nouveau, s'il y a élection ou s'il y a dialogue, vous êtes prêts? Bien. Toutes les deux options. Rien n'est jamais arrivé dans notre pays. Donc qu'on ne puisse pas dire que voilà, c'est un chaos ou il y a quoi. Non, tout ce qui se passe, on l'a alors, pour terminer, état des sièges, pour ou contre le maintien? Bien, je dois d'abord féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris cette décision courageuse de décréter l'état des sièges. Il y a eu des avancées significatives. Les bastions jadis occupés par les milices, les ADF, ont été reprises par notre armée. Les tueries ont quelque peu diminué, etc. Mais on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Parce que l'état des sièges, c'est-à-dire on restreint certaines libertés des populations. Et j'ose croire que, selon ce que j'entends, les ressortissants du Nord, Kivu et de l'Ituri, je pense qu'ils en ont marre de cet état de siège, qu'il faille l'élever. Voilà, merci beaucoup Ngoï Kassanji de votre passage. Merci. Merci. Voilà, tout de suite, notre invité. Est-ce que Bovandi Boye, tous agressé, Rwanda za kobundisa biso de l'autre côté, côté yo Uganda, au côté Simboka na EAC. Tango bino bozo kende bosala ba élection ya mabe ya mbangu kaka po boluka tricherie, otikala na pouvoir na ninga makasi. Bande kona biso o ya est o bako voter te. Olongoli bango ba congolais ou comment? Parce que l'élection est dans la République démocratique du Congo pour tous les Congolais. Mais si une partie, bazali ko kene ko participer à l'élection te, ça dit besoin reconnaître bango te comme peuple. Alors, biso ba Kabila c'est toki ko ndimelo wana te. Biso toza fier, toza na bila au Joseph Kabila sala musala na mboka au peuple congolais dans son ensemble. La majorité aujourd'hui, bazana besoin Joseph Kabila. Tika société ya transport, Transco. Boza ko croire na IDPS oyo définition na bango ya politique égale le mensonge. C'est pas normal. Kabila yo pouvoir akuti compagnie aviation te atiki yango. Tango bolobaka boma eloko nini akutaki eza ko fonctionner bien, yé abomi yango ezo exister sous te. Vous pouvez nous aider à citer. Parce que Kabila quand il prend le pouvoir, akuti batu awa boza ko foutela ba bureau ba ministère ezo foutela atiki immeuble intelligent.
Kabila, quand il arrive au pouvoir, a coûté que Congolais pour comme na Bandundu. Et c'est ça, 1 mois dans Nzela. Hier, a comme le pouvoir Congolais, comme que Bandundu, aller-retour le même jour. Ailleurs, na pouvoir a coûté armé, a tigé armé. Na position est bien. Le route au besoin de sillonner, au besoin de Kumbana, na boulevard du 30 juin. Est-ce qu'avant Kabila, boulevard en Ezalaka, oui, Batuming Bolobaka, mais Kabila Salanine, depuis l'indépendance, le seul président, où a tonga université à Sika, depuis l'université belge, mais c'est Joseph Kabila. Ce qui est université à Kindu, construit sous Joseph Kabila. Joseph Kabila, pont Loange, c'est Joseph Kabila. Le pont Pozo, c'est Joseph Kabila. Le pont Lualaba, c'est Joseph Kabila. La route Kinshasa jusqu'à Chikapa, 13 heures de route, c'est Joseph Kabila. Nzela, il y a Kinshasa, Congo central, avant Kabila. Et c'est là qui praticable. Mais de quoi on parle? Yango moni Tshisekedi tangaza otala ke ba réalisation Kabila sala bilembo ya Joseph Kabila soki token élection malamu na kokatana. Voilà, on va parler des élections, on va parler de l'état des sièges, on va parler de beaucoup de réalités, d'actualités en RDC, ici à Kinshasa. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, AFDCA. Oui. AFDCA. Nous l'avons prouvé qu'on est vous avez vu quand la CENI a pu publier le regroupement et qui ont atteint le seuil. On est au top, le premier. C'est que je t'ai toujours dit que nous... Mais vous êtes les premiers, mais jusque-là, il y a encore des bourdes. Tantôt, vous avez un mandataire qui cumule 2 fonctions. Il est directeur général, il est aussi administrateur. Mais tout ça, bon. Pourquoi ne pas diversifier, chercher quelqu'un d'autre, lui donner des postes, soit de directeur général ou d'administrateur? Alors, c'est comme si vous me posez la question d'entrer dans le secret du président de la République qui nomme qu'il veut. Et aussi, il nomme, c'est sous votre proposition. Écoutez, mais je vous dis qu'on peut proposer, mais le président a le libre choix de nommer ou de ne pas nommer. Mais surtout s'il ne viole pas le texte. Parce que j'ai entendu ces débats stériles où les gens pensent que si quelqu'un est DG, il ne peut pas être nommé ailleurs. Le cas du DG de l'OGFREM. Lorsque on voit par exemple un administrateur, moi je suis administrateur, ils sont des mandataires passifs qui du reste sont comme, il y a des gens qui parlent de député national, mais l'administrateur, moi je siège par exemple avec... mais la loi l'interdit. La loi n'interdit. La loi l'interdit sur les entreprises publiques. Vous ne pouvez pas être au même moment administrateur et au même moment directeur général. Alors, je vous dis, vous êtes en effort, bien lire le texte. Je te dis, c'est faux et archi-faux. Ce sont les gestionnaires. Laissez-moi, Jean-David, me poser des questions. Il y a par exemple, il y a les gens qui gèrent au quotidien. Tu peux être par exemple un DG. Vous êtes DG et vous êtes par exemple DG à l'ONATRA. Non. Mais là, on parle de mandataire passif. Je te donne un exemple. Moi, je siège avec un député, M. Richard Ngoï-Kitangala, que je salue. Ça, c'est un mandat électif. Laissez-moi, je vais vous dire, il y en a, prenez la Gécamine, j'arrive, je connais 3 ou 4 administrateurs, l'autre qui est au niveau des Congo Airways, mais il est PCA quelque part. Ça ne dérange pas. Les combles ici, c'est... Mais vous ne voyez pas que là où se fait aussi une erreur. Non, PCA, c'est... passif. Administrateur aussi, c'est passif. Voilà. Oui, maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Et même celui-là, de PCA, et même administrateur, c'est un cumul. Et c'est les cumuls des fonctions, jusque-là, la loi l'interdit. Je vous dis, Jean-David, vous voulez faire le juridisme, et je vous dis clairement, on ne peut pas vous nommer à des fonctions dont vous êtes gérant. Non. On peut être administrateur, être DG à part. Nous l'avons vu avec quelqu'un qui est chez Gécamine, il est chez Congo. Mais ce n'est pas un exemple. Non, je vous dis, mais ça ne viole pas le texte. Mais vous n'avez pas parlé. Mais quand il s'agit, parce que vous avez, c'est quelqu'un comme vous
je comprends en réalité pourquoi vous alimentez ces débats. Je suis journaliste. Voilà, il faut le faire, mais je vous dis... Ne me mettez pas dans la peau de comme vous. Exactement. Je suis journaliste. Voilà, je sais de quoi je parle. Les gens souvent me regardent, mais je peux vous dire que... Mais quand on vous pose des questions, pourquoi vous voyez? Répondez juste à la question. J'ai juste répondu à la question. Alors pourquoi vous dites vous? Je sais, on a répondu à votre question. Le plus important aujourd'hui, notre regroupement politique fait peur aux adversaires. Aujourd'hui, à l'UDPS. Non, pourquoi vous voulez citer les noms des regroupements politiques? Mais cette guerre-là, au niveau... Écoutez, cette guerre au niveau de l'OGFREM, c'est une guerre entre AFDC et UDPS. Qui ne sait pas? Parce que quand vous avez le PCA, il est de l'UDPS. Vous avez un DG, il est des AFDC. Et c'est le PCA qui a convoqué une réunion. Au cours de cette réunion, il a constaté des vacances du DG. Mais vous ne voyez pas que c'est une guerre entre UDPS et AFDC? D'abord, je veux vous dire, lorsqu'on siège au conseil, on n'a pas de conseil tous les jours. Parce que moi, je suis administrateur, d'autres éléments qui ne sont pas à votre disposition. Mais au niveau de le DG gère au quotidien l'entreprise. C'est le jour et la nuit. Donc, je peux vous dire, vous me parlez de partis, vous me parlez de regroupement, on parle gestion. Et le plus important, vous vous posez la question, est-ce que l'actuel directeur général de l'OGFREM gère bien ou mal? Les informations à ma possession, laissez-moi arriver. C'est pour te dire que non, la guerre de l'AFDC, l'UDPS, c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous avons besoin de managers qui peuvent amener nos entreprises très loin pour la bonne gouvernance et surtout afin que les engins de l'OGFREM se retrouvent. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment nous organiser comme regroupement politique pour aller gagner les élections et accompagner le président de la République pour son deuxième mandat. Voilà, pour son deuxième mandat. J'ai compris que jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Très bien d'ailleurs. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une guerre des politiques? Parce qu'on a beaucoup plus politiser la gestion des entreprises publiques. Je vous dis, Jean-David, à la veille des élections, il y a cette agitation au sein de la classe politique. Et moi, je peux vous dire, c'est là qui est normal. Mais après les élections, au lieu de nous laisser distraire, par exemple, nous, au niveau du regroupement politique AFDC allié, nous, en tant que Congo en avant, nous travaillons déjà sur le terrain pour gagner les élections. Laissez les gens s'agiter, c'est de leur droit. Mais nous nous préparons pour gagner. Vous avez vu tous ces gens qui crient aujourd'hui. Ils sont incapables d'atteindre ne fût-ce que le seuil de recevabilité. Alors, il y en a plusieurs. J'ai vu comme le regroupement de Mukwege, j'ai vu... Mukwege n'a jamais eu de regroupement. Il a un regroupement politique. Il a dit qu'il n'a pas de regroupement. Peut-être... C'est après avoir échoué. Peut-être votre président de FC Renaissance qui n'a pas atteint les seuils de représentativité. Alors, lui n'a jamais eu un regroupement politique. C'est un parti politique. Vous n'avez toujours pas les informations. Il n'a pas un regroupement politique. Il a un parti politique. C'est comme nous, Congo en avant. Les regroupements politiques, je vais vérifier les noms parce que on peut être Congo en avant, mais nous n'irons jamais aux élections comme Congo en avant. On est dans un parti Congo en avant, mais aux élections, on y va comme AFDC allié. Et moi, je serai candidat et à la commune de Kinshasa, à Lukunga. Nous travaillons pour... À Lukunga, ici à Kinshasa. Exactement. La ville de Kinshasa qui est très bien gérée. Non, d'ailleurs, c'était sur l'occasion, vous me recevez sur vos plateaux et je vous ai toujours dit que je me bats contre l'injustice, l'anarchie telle que ça s'est fait ici à Kinshasa. Vous savez, j'ai été interpellé et je me suis rendu notre commune au niveau des quartiers Boyoma. La parcelle appartient à l'État. C'est depuis 1939. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui arrive, je ne sais pas, il vient d'où, qu'il a acheté cette parcelle qui appartient à l'État. Donc, sur l'avenue Louvungi, croisement Kabambar. Chose grave, M. Jean-David. C'est à Kalamou? La commune de Kinshasa. Alors, chose grave, là où se trouve les quartiers, le bureau du quartier Boyoma, il y a aussi la police de circulation routière qui est là. Mais, les informations à ma possession, je crois qu'on a induit l'actuel commissaire provincial de la police, M. Blaise, parce qu'on m'a dit que du temps de Kanyema, on a bloqué cette histoire. Du temps d'Ika Songo, on a bloqué, mais les informations à ma possession, c'est le général Blaise Kilimbalimba qui a signé un document pour qu'on envoie la police déguerpir le bureau du quartier Boyoma dans la commune de Kinshasa. Nous disons non, ça ne passera pas. Et nous leur disons, parce que j'aurais appris qu'il y a un colonel dans les coulisses qui aurait induit le général, nous disons attention, ça ne marche pas. Mais là où les bas blessent, l'avenue Dima numéro 100 dans la commune de Kinshasa,
Mais c'est l'actuel ministre des Transports, M. Mbokoso. Le ministre des Transports et le ministre des Transports provincial, M. Mbokoso, Dima numéro 100 dans la commune de Kinshasa, il va tenter aussi, selon les informations, et j'ai des vidéos, on l'accuse de tenter aussi comment il peut spolier cette parcelle. Et il aurait même dit que cette parcelle appartenait à sa femme. J'étais avec le chef des quartiers. Là, ce sont des accusations. Messieurs voilà. Jean-David, laissez-moi pas même, donnez-moi 30 secondes, c'est très important. Oui, allez-y, parce qu'on doit passer à notre thématique, là, sur l'état des sièges. Mais ça, c'est très important. Oui, allez-y. On ne peut pas spolier, allez-y. On ne peut pas spolier une parcelle qui appartient à l'État. Et alors, nous disons à M. Mbokoso, parce que là, ce sont les images, je les fais passer ailleurs, où les chefs des quartiers déplorent et dénoncent cette façon de lui habite Kimbaseke. S'il a besoin de spolier, il peut spolier à Kimbaseke. Vous quittez Kimbaseke pour spolier la commune de Kinshasa. Ça ne passera pas. Peut-être comme là, vous ne voulez pas, laissez-moi vous dire, et je sais de quoi je parle, pour terminer. Parce que là, vous me pressez alors que je suis venu ici justement pour plaider pour les problèmes des Kinois. Je vis encore, si vous êtes sur l'avenue Itaga, c'est très grave aussi. Et j'ai Gentini Ngobi là. Il y a un monsieur qui s'appelle Didier Lola, qui l'a mis l'administrateur. Il a ouvert le terrain de handball. On appelle ça le terrain de la voie d'Isaïr. Mais il y a des paisibles citoyens qui vendent ces histoires. Ils ont même des contrats avec l'hôtel de ville via le ministère des Sports. Un bon matin, il y a un monsieur qui arrive, il faut le déguerpir. Et comme ils ont des documents officiels, la nuit, ils trouvent qu'on a incendié tout. Et actuellement, ils sont incapables de récupérer leur place. On cite le ministre provincial au sport, M. Paulin. On cite un merci Didier Lola, qui bloquerait à ces paisibles citoyens au motif qu'il y a des Ouest-Africains qui proposent mieux que les Congolais. Donc nous resterons des esclaves dans notre propre pays. Et ça, je dénonce. Et je dis à M. Gentiline, en tout cas, il faut bien recadrer tes gens. Et je pense que même nos amis... Alors, état des sièges aujourd'hui, la situation. On a présenté au chef de l'État les conclusions. Pour vous, il faut lever ou maintenir? Et moi, je peux vous dire que le président de la République, pour une fois, il faut saluer un président qui a l'écoute de son peuple. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. C'est pourquoi nous disons toujours, avec Congo en avant, nous plaçons l'homme au centre du tout. Rien ne peut se faire sans l'homme. Parce que l'intérêt que nous menons en politique, c'est pour le bien-être de ce peuple. Alors, j'ai vu le président convoquer de ce forum où on a invité même la société civile. Jean-David, j'ai des informations. Les politiciens de l'Est, 75% sont dans des groupes armés. De l'Est. De l'Est. Et chacun a aussi un pot où il puise un peu de minéraux. Et le tas de sièges aurait dérangé certains intérêts. Bien sûr, le problème sécuritaire, c'est depuis 1994. Vous n'arriverez pas avec l'état des sièges pour tout stabiliser. Non. Il y a des avancées. Il y a aussi des ratés. Parce que moi, j'ai des informations. Il y a des endroits où on a rétabli l'autorité de l'État. Mais de l'autre côté, l'état des sièges a montré ses limites. D'où le président, en convoquant ces forums, je crois qu'il a besoin d'écouter tout le monde. Et comme le président de la République, c'est un bon père de famille, il écoutera tout le monde pour dégager les consensus afin de faire apaiser tout le monde. Mais sinon, les informations à ma possession, la plupart de ces politiciens qui ont trouvé que leurs intérêts ont été dérangés ne jurent que c'est la levée de l'état de siège. Alors pour vous, faudra-t-il lever ou maintenir? Pour moi, je pense qu'il faut vraiment faire cette lecture minutieuse, comprendre les recommandations et pencher ce que le peuple, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Voilà, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Merci à vous, Médard Kankolongo, d'être passé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour nous avoir accordé votre précieux temps. Restez branchés sur Télé 50, ne quittez surtout pas, suivez la grande édition d'Arlette Boutella, Isera, 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Portez-vous très bien. À très bientôt.